merci à vous, cher monsieur, de m'accompagner sur ce plateau ce soir. Eh bien, la question, la première, les BRICS, on s'interroge, l'intégration, ce projet d'intégration du Nigeria qui veut rejoindre ce bloc, quelle implication? Beaucoup s'interrogent d'ailleurs en ce qui concerne le Nigeria, au regard des dernières actualités autour de ce pays, surtout au sein du Sahel, les positions de ce pays qui est aujourd'hui dirigé par M. Tinubu, des positions qui n'ont pas toujours été appréciées dans la sous-région et pourquoi pas aussi dans l'Afrique tout entière. Lorsqu'on connaît également ce que représentent les BRICS, on essaye de comprendre exactement l'implication, des implications d'un tel projet. Passion parfaite, donc peut-être pour débuter avec vous sur cette question, pourquoi cette nouvelle suscite autant d'interrogations? Le Nigeria, c'est un pays africain. On veut également que beaucoup de pays africains intègrent le groupe des BRICS. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de remous autour? Écoutez, je n'irai pas dans les explications qui vont dans le sens de ceux qui ont des réticences à voir le Nigeria intégrer les BRICS. Moi, je pense plutôt que c'est une victoire. C'est une victoire pour d'abord pour les BRICS, pour ceux qui rêvent d'un autre monde, décrocher un pilier du monde capitaliste néolibéral comme le Nigeria, il est intégré dans cette nouvelle dynamique que constitue les BRICS. C'est une grande victoire. Cela veut dire tout simplement que le bloc impérialiste occidental est vraiment en difficulté, que le Nigeria essaie aujourd'hui de comprendre la nécessité pour son économie, pour son pays, pour son positionnement stratégique au niveau de l'Afrique et même du monde, d'intégrer cette nouvelle alliance qui est l'alliance du futur. Cela veut tout simplement dire autant pour moi qu'en réalité, toutes les chimères qui étaient dressées devant nous hier comme des horizons indépassables en ce qui concerne, n'est-ce pas, les tenants, j'allais dire, les invariants, n'est-ce pas, de ce monde capitaliste. Tout ça tombe aujourd'hui en lambeaux et même les aveugles commencent à voir la nécessité d'avoir des pôles puissants, des États puissants, n'est-ce pas, qui intègrent cette nouvelle donne et qui y participent en apportant justement leur touche, et c'est le cas du Nigeria. Il ne peut pas avoir un véritable décollage au niveau de l'Afrique sans un Nigeria qui, ma foi, cette fois-ci, fait preuve d'un opportunisme hors norme, parce que quand on regarde la position du Nigeria par rapport à la création, à la volonté des États du Sahel de se libérer de la tutelle occidentale, et ce Nigeria qui, de plus en plus, que ce soit au niveau de la CEDEAO, essaie de faire... de raser le mur, excusez-moi l'expression, mais de se la faire un peu pianissimo, d'être un peu plus souple, donnant même raison à ces pays qui avaient eu raison de résister, en essayant d'être dans des négociations souterraines pour essayer de créer des passerelles avec ces pays de l'Alliance du Sahel, mais surtout qu'il y a une vision qui voit quand même qu'il risque de décrocher économiquement parce qu'ils n'ont pas une indépendance énergétique. Ils voient comment l'Égypte est en train de s'envoler. S'ils réussissent, et ça, ils vont réussir d'ailleurs, à se construire leur centrale nucléaire civile, ils vont certainement régler la question de l'autonomie énergétique. Et le Nigeria, sans énergie aujourd'hui, ressemble à un géant au pied d'argile. Donc je crois qu'ils n'ont pas voulu être largués totalement dans cette compétition mondiale qui va voir de nouveaux acteurs majeurs, n'est-ce pas, prendre la place de ceux hier, comme la Grande-Bretagne, qui sur la base, je suis obligé de le dire, des éléments qui sont très peu probants, ont dominé le monde économique et le monde politique dans le siècle dernier. Donc le Nigeria a tous les atouts. Il a une économie florissante, très, très active. Il a une population que personne ne peut négliger, près de 300 millions d'habitants. Ils ont un savoir-faire avec des intellectuels de très grand niveau dans tous les domaines. Donc je crois que c'est une très bonne chose que les BRICS, c'est-à-dire que l'idée des BRICS, c'est-à-dire le rêve des BRICS, c'est-à-dire que la philosophie et le projet civilisationnel des BRICS aient pu décrocher, n'est-ce pas, un acteur majeur sur le sol africain comme le Nigeria. Pour moi, cela laisse augurer des perspectives reluisantes pour l'Afrique, pour le monde libre, parce qu'avoir à ses côtés
C'est poids lourd. Quand même une puissance, oui, effectivement. Un poids lourd comme le Nigeria. À mon sens, c'est quelque chose de fantastique. Mais c'est d'autant plus que c'était quand même un peu incohérent de voir des pays comme l'Égypte, pas les sous-estimer, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, être membre des BRICS et que le Nigeria ne soit pas, même l'Afrique du Sud d'ailleurs, et que le Nigeria ne soit pas dans cette shortlist-là, ça faisait quand même bizarre. Mais aux décideurs nigérians, s'ils ont compris enfin la réalité de ce nouveau monde qui est là, qui ne peut plus se construire avec les oukases et les administrations venant de Washington, de Londres ou bien de Paris, cela veut dire qu'enfin, il y a une émancipation intellectuelle de la part de nos dirigeants, même les plus esclavagisés, qui comprennent que le nouveau monde est en train de naître, quoi. Merci pour ce jet, André Christelle Fonga. Certains parlent d'un rétropédalage radical quand même du Nigeria. Effectivement, on a vu, Passion Parfendom l'a rappelé, cette position nigérienne en ce qui concerne certains dossiers, surtout dans le Sahel. Et aujourd'hui, cette volonté de vouloir intégrer le groupe des BRICS, comment est-ce que vous analysez cela? Alors, madame, il y a d'abord une crise au Nigeria actuellement, une crise économique en dehors de la crise sécuritaire qui sévit depuis longtemps au Nigeria, c'est-à-dire contre Boko Haram et tout, et où le commandement militaire nigérian se plaint qu'il n'y a plus de munitions. Ok. S'il n'y a plus de munitions, ok. On va aller demander les munitions à qui? Vous savez que quand Kiev n'a plus de munitions, les États-Unis en envoient en profusion. L'Union européenne envoie en profusion. Le Nigeria n'a plus de munitions. Ils vont aller prendre chez qui? Les États-Unis ne sont pas disposés. L'Union européenne, quand je parle de l'Union européenne, vous pouvez comprendre tous les pays de l'Union européenne ne sont pas disposés à envoyer, n'est-ce pas? Vous savez, le plus grand problème aujourd'hui, c'est que on a compris avec l'opération spéciale de la Russie en Ukraine qu'il y a double jeu dans le monde actuellement. En fait, quand un problème concerne l'Afrique, ça n'intéresse pas trop nos très grands partenaires traditionnels. Ils aiment bien souvent rappeler ça, les partenaires traditionnels, n'est-ce pas? C'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc, quand il y a des problèmes en Afrique, ça n'intéresse pas beaucoup nos partenaires traditionnels parce que c'est impensable et inadmissible qu'une armée du Nigeria soit laminée par Boko Haram pendant plusieurs années. Parce qu'il y a eu des défections, on a pris des camps entiers de militaires au Nigeria par Boko Haram. Et que les superpuissances, n'est-ce pas, ne puissent pas venir en aide à ce pays-là qu'on appelle le Nigeria. Il a fallu une coalition des pays africains, c'est-à-dire Nigeria, Cameroun, Tchad et Niger encore, pour se mettre ensemble pour au moins essayer de ralentir, n'est-ce pas, les attaques de Boko Haram qui s'étaient déjà éparpillées, qui avaient déjà quand même pris de l'envergure et du volume, ayant semé le chaos au nord du Nigeria. Donc, vous comprenez que le Nigeria se retrouve aujourd'hui en difficulté. Un, manque de formation de son armée. Deuxièmement, fourniture d'armes et de munitions, qui aujourd'hui commence à manquer à cet état-là. Donc, je pense que de manière stratégique aujourd'hui, le Nigeria, qui commence à comprendre aussi les enjeux, pas Tinubu. Parce que lui ne comprend rien à rien. Il est toujours en train de dormir. Mais c'est lui qui a la tête du pays quand même. Mais même s'il a la tête du pays, il y a des gens qui dirigent le pays en dehors du président. Je pense que au vu des derniers événements qui se sont produits au Nigeria, d'ailleurs, même il semblerait qu'il a failli avoir coup d'État. On n'a pas dit que, bon, il semblerait. Mais donc, vous comprenez qu'il y a des situations aujourd'hui au Nigeria, n'est-ce pas, qui poussent à analyser la situation plus loin que même. Ce n'est plus l'odeur de sainteté, n'est-ce pas, entre les grandes puissances traditionnelles, n'est-ce pas, partenaires du Nigeria. Il n'y a plus véritablement cette cohésion-là avec les dirigeants du Nigeria aujourd'hui. Parce qu'en réalité, l'aide qu'on attendait de ces puissances-là n'est jamais arrivée. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas avoir la secte Boko Haram fait commettre des dégâts pendant des années. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé les filles de Chibok. C'est vrai qu'on n'a pas eu une conclusion en ce qui concerne. On a vu les États-Unis, on a vu Madame Barack Obama à l'époque se mettre dans ce combat, dire que ok, il faut récupérer. Jusqu'à présent, on n'a jamais récupéré. Mais on a vu quand même, quand
On a arrêté quelques Français du côté du Cameroun, n'est-ce pas, qu'on a amené au Nigeria, comme Boko Haram. On a vu quand même qu'on a pu récupérer ces Français-là. Moulin Fournier, ils sont nombreux là qu'on a récupérés. Donc, vous comprenez qu'en matière, et aujourd'hui même en matière économique, quel est l'apport des États-Unis, quel est l'apport de l'Angleterre au Nigeria? Pas grand-chose. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on a plutôt exploité, pillé ce pays-là, ou qui est maintenant économiquement à genoux. Parce que quand le Nigeria se retrouve dans cette posture aujourd'hui, ça veut dire qu'on veut fragiliser véritablement les mastodontes de l'Afrique, parce qu'un pays qui pèse quand même 300 millions d'habitants, ce n'est pas... C'est une mastodonte en matière humaine. Donc, il faut véritablement apporter du soutien à ce pays-là. Et ils constatent que non, les partenaires traditionnels ne peuvent pas les apporter cette aide-là. Aujourd'hui, on voit le travail qui est fait de l'autre côté, c'est-à-dire avec les États de l'AES, c'est-à-dire l'accompagnement pour mettre hors d'état. En 6 mois, les terroristes ont disparu, n'est-ce pas, du Mali. Je dis en moins de 6 mois même, parce que quand vous regardez le chassement des BRICS, il y a la force Barkhane. Le chassement de Barkhane et la prise de contrôle de Kidal, ça n'a pas fait 6 mois. Donc, vous comprenez que avec l'accompagnement et la bénédiction de qui? D'un État appelé la Russie, n'est-ce pas, qui est membre des BRICS. Vous avez la situation en RCA, où une opération qu'on appelait opération Sangarix s'est plutôt concentrée pour violer les petits garçons et les petites filles. Et où on a intenté un procès en France, et la France a dit qu'un non-lieu. Donc, vous voyez où la méchanceté des pays comme cela peuvent arriver. Alors que quand les partenaires russes sont arrivés, les instructeurs russes sont arrivés au niveau de la RCA, le pays est sécurisé à près de 90%. Vous voyez que, alors que Bangui ne contrôlait que le centre administratif. Quartiers, justement. Oui, du centre administratif. Tout le reste, c'était un no man's land où les bandes armées faisaient la loi. Que ce soit les Seleka, que ce soit les anti-Balaka. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Nigeria peut véritablement, s'ils sont sincères, parce que c'est l'une des choses qu'il faut comprendre. Vous savez, il y a un pays qu'on attendait tous qui devaient entrer dans les BRICS, appelé la Algérie. Mais on a senti que vraiment, peut-être, tous les éléments n'étaient pas réunis par rapport à ce pays-là. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que moi, je traite toujours Tebboune de traître. Parce que vraiment, ce qu'il est en train de mener comme action-là nous décourage un peu de continuer à soutenir cette Algérie qui était quand même, qui a toujours été au cœur, n'est-ce pas, des grandes batailles pour la liberté des Africains. Mais qu'aujourd'hui se retrouve en train de faire des mouvements à la frontière, n'est-ce pas, entre lui et le Mali. Donc, pour simplement dire que le Nigeria, s'il est sincère, et ce qui est sur leur dossier seront analysés, comme on a analysé les autres dossiers, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent entrer dans les BRICS, et en dehors même d'entrer dans les BRICS directement, parce que c'est une longue procédure. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria a besoin des instructeurs russes, n'est-ce pas, parce que nous avons, si les instructeurs russes viennent, par exemple, au Nigeria, le problème au nord du Cameroun, c'est-à-dire à l'extrême nord, de la frontière à l'extrême nord avec Boko Haram, on va régler ce problème-là. Et de l'autre côté, nous aurons aussi, du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, n'est-ce pas, nous aurons la sécurité, parce que avec les incursions, n'est-ce pas, de soi-disant des ambazoniens qui sortent, qui sont à cheval entre les deux États, c'est-à-dire le Nigeria et le Cameroun. Donc, vous voyez que les problèmes sécuritaires sont les problèmes actuels de l'Afrique. Et si le Nigeria fait appel aux instructeurs russes et il s'associe véritablement, nous aurons des solutions concrètes, que ce soit au Cameroun, que ce soit les pays frontaliers, même au Tchad, n'est-ce pas? Nous aurons, n'est-ce pas, vraiment un peu d'alcalmie, on aura un peu de repos. Merci à vous, André-Christelle Fanga, Passion Parfendum. En tout cas, la position est claire, votre position d'ailleurs. C'est une bonne chose si le Nigeria, un pays comme le Nigeria, intégrait justement le groupe des BRICS. On parlait tout à l'heure, on faisait allusion à cette posture aujourd'hui qu'adopte le Nigeria. On sait également qu'il est à la tête de la CEDEAO et on sait aussi qu'il veut se rapprocher, on a vu il y a quelques jours, du moins corriger peut-être, si on peut le dire ainsi, les choses avec
les pays membres de l'AES. Est-ce que on pourrait parler d'espoir en ce qui concerne justement cette unité africaine lorsqu'on sait quand même ce que représentent les BRICS? Aujourd'hui, on sait également que pour qu'un pays intègre un bloc comme les BRICS, il faut respecter un certain nombre de canaux. Donc, on doit peut-être comprendre effectivement que certains pays commencent peut-être à mieux s'engager vers la concrétisation de ce monde multipolaire. Effectivement. Et je crois que c'est maintenant que la véritable compétition va commencer. Ce n'est pas parce que nous aurons les BRICS que la compétition, vous voyez. Au contraire, elle sera encore plus dynamique qu'avant. Elle sera plus dynamique, d'autant plus que il y aura, si on peut parler comme des footballeurs, un fair play. C'est-à-dire que la possibilité des uns et des autres de pouvoir faire étalage de leur savoir-faire, de leur know-how sur la place internationale, de leur capacité de s'adapter à ce nouveau monde et à cette nouvelle compétition avec des règles nouvelles. Le Nigeria n'est pas un petit pays. L'Afrique noire n'est pas composée que de gens de Nia. Oui. Il faut le souligner avec force. Le Nigeria n'aura certainement pas besoin des instructeurs russes à la manière dont d'autres instructeurs russes sont dans d'autres pays. Oui. Parce que le Nigeria a une culture, une expérience de la guerre, avec des intellectuels dans l'armée qui savent ce que c'est l'art de la guerre. Bon, c'est vrai, ils ont eu à faire face à la guerre de Boko Haram, mais on peut le dire, comme la Russie elle-même avait eu affaire à l'islamisme du côté de la Tchétchénie, ou bien les Algériens avec le fils. Ce sont des problématiques qui sont souvent très difficiles à cerner, parce que ce sont des guerres asymétriques, mais au sens très complexe du terme. Oui. Parce que là, vous avez affaire à des gens qui ont une idéologie qui n'est pas de l'ordre du rationnel. Et c'est très compliqué de combattre ses propres populations civiles dans ce cas-là. C'est pour cela que l'ensemble des pays autour du lac Tchad ont été obligés de se mettre ensemble pour essayer d'endiguer, par exemple, la poursuite Boko Haram. Donc le Nigeria est une puissance qu'il ne faut jamais négliger. Les yo-yo que fait l'économie nigériane aujourd'hui, le Niger n'est pas le seul à être dans cette tourmente. Regardez par exemple l'Argentine actuellement. L'Argentine est dans une situation économique assez difficile. Mais justement, cela participe de la naissance de ce nouveau monde. On essaie de continuer de fragiliser les leaders de la périphérie du monde, capitalistes néolibérales, qui veulent se débarrasser, qui veulent s'autonomiser, qui veulent sortir de cette dépendance de ce monde-là. Et on fait tout pour y appliquer des mesures économiques qui vont dans le cadre du renforcement des liens très, j'allais dire, ficelés entre ces États-là et les organisations de la finance internationale unipolaire. Et là, c'est un véritable combat. Regardez ce que le FMI tente de faire au Ghana, ou bien ce que le FMI tente de faire encore au Ouganda. Ça participe de tous ces jeux-là. Ou bien des menaces que subissent la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Mme Pando, etc., etc. Ou bien même les menaces dont l'Éthiopie, dans la guerre au Tigré, a eu comme menace pour tenter de casser, n'est-ce pas, cette radicalité verticale du pouvoir éthiopien qui a dit c'est une affaire interne à l'Éthiopie. Nous allons la régler de manière, n'est-ce pas, endogène, si on peut parler ainsi. Donc je crois que c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que les intellectuels, les décideurs, qui qu'ils soient, attention, dans les BRICS, il n'y a pas que des gens qui sont des anges. Attention, le business va continuer. Quand vous regardez les Chinois, excusez-moi le terme, vous avez l'impression que c'est que des bisous quand ils sont dans le domaine des affaires. Quand vous regardez même les Indiens, chacun vient pour défendre justement ses positions sur le plan du marché international et mondial. Ah, et l'Afrique ne peut pas se permettre d'être complètement en décalage de cette nouvelle réalité-là. Et je crois que on a tourné sur ce plateau, on a critiqué la campagne électorale nigériane qui ne parlait pas des questions panafricaines. Nous sommes rués sur le président Tinubu. La question de l'AES, vous avez vu comment nous étions assez durs vis-à-vis de ce leadership nigérian. Ils ont forcément compris, parce qu'ils ont des terrains partout dans le monde, ils ont vu qu'ils ne sont à l'abri nulle part. D'autant plus que dans la guerre, l'opération militaire spéciale russe en Ukraine,
qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident nous donne une leçon que même les oligarques nigérians ont quand même retenue. C'est-à-dire que même vos avoirs qui sont dans nos banques, à partir du moment où nous avons l'impression que vous pratiquez une politique qui va à l'encontre de nos intérêts, nous sommes capables de les saisir. Donc ce qui est arrivé aux oligarques russes peut aussi arriver aux hommes d'affaires nigériens. Donc il y a un réveil, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces dynamiques ont créé un réveil sur le plan mondial et international qui remettent en cause les lieux communs, ou bien les acquis, ou bien le comportement quasi naturel des élites d'hier. Et chaque élite se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand vous voyez, même sur le plan économique, un individu, excusez-moi le terme, comme M. Dangote, produire la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique. Mais les Occidentaux regardent ça et disent, cette affaire-là, c'est pas bon. S'il y a 2, 3, 4, 10, 100 Dangote comme ça, nous, on n'a plus grand-chose à nous mettre sur la dent. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les problèmes sont très complexes. Il ne faut jamais être radical quand la marche du monde, ce que j'appelle une tendance lourde, est en train de s'opérer. Même les tocards, n'est-ce pas, du système vont finir par se réveiller parce que sinon, ils seront complètement largués. Et si le Nigeria est largué aujourd'hui, excusez-moi de vous le dire, c'est l'Afrique qui va prendre un sérieux coup. Nous avons besoin des leaders sur le plan économique, des leaders sur le plan géopolitique. Malheureusement, le Nigeria ne joue pas ce rôle-là. Peut-être qu'il y a des secousses en interne, même chez les militaires, qui tentent à dire à leur politique, attention, nous n'allons pas accepter que ce nouveau virage que le monde est en train de prendre, nous ne soyons pas dans cette locomotive-là. Si nous ne sommes pas dans la locomotive, au moins que nous soyons dans les premières voitures de cette locomotive. Et ça, c'est très intéressant, ce qui est en train de se passer là. Et pour nous, par exemple, le Cameroun, je vois bien les bénéfices que nous pouvons engranger de cette nouvelle dynamique nigériane, enfin, qui ouvre les yeux et qui comprennent que les meilleures décisions, les meilleures opérations ne se passent pas seulement à Stanford, à Harvard ou bien où je sais où, mais aussi dans les universités indiennes, dans les universités russes, dans les universités chinoises, dans les universités iraniennes, etc. etc. Et n'oublions pas que le Nigeria est aussi l'un des grands pays musulmans au monde, même si c'est 50-50. Ils voient un pays comme l'Indonésie, qui est la première puissance musulmane au monde. Ils se disent, ben, comment ces gars continuent de prendre de l'avance économiquement, comme ça, et nous sommes là à regarder la lune. Non, il faut que quelque chose se passe. Si les politiques nigériens ne s'adaptent pas, j'ai bien l'impression que, même si ça ne sera pas l'AES, parce que tous les pays africains, comme je l'ai dit, ne sont pas de Sahel, mais au moins, l'idée de voir les militaires au pouvoir va commencer à germer dans la tête de plus d'un dans l'armée nigérienne. Donc pour nous, c'est une très très belle perspective qui s'ouvre à nous là aujourd'hui. On ne peut pas cracher là-dessus. Au contraire, il faut pousser l'élite nigérienne, il faut pousser l'hégémon nigérien à aller dans le sens des BRICS pour qu'elle soit là au moins où ça se décide cette fois-ci. Parce que vous savez, on a créé l'ONU, nous n'étions pas là. Le Conseil de sécurité, nous sommes complètement absents. Mais là où ça se décide aujourd'hui, le monde de demain, n'est-ce pas, comme disait mon vieux Noassa, Dieu de regretter mémoire, les futurologues, nous devons être parmi ces futurologues-là qui vont dessiner enfin la nouvelle carte du monde, la nouvelle économie du monde. Et là, la puissance des intellectuels nigérians, la puissance de l'économie nigérienne, la puissance, n'est-ce pas, des hommes d'affaires nigériens sera mise en contribution pour aider l'Afrique à continuer à tirer vers le haut. Et justement, tout à l'heure, on parlera de ces États du Sahel en seconde problématique. Mais avant, peut-être, André-Christelle Fanga, on comprend par la description du Nigeria, ce grand État, cette grande puissance. On peut dire que ce sont les BRICS, parce que l'Afrique a toujours été... on a toujours donné l'impression que c'est l'Afrique qui a besoin, effectivement, de ces institutions. Mais au regard de ces analyses, on a plutôt l'impression que les BRICS ont plutôt besoin aussi d'un pays comme le Nigeria. Bien sûr, je pense que dans la géopolitique mondiale aujourd'hui, les États comme la Russie, la Chine et tout le reste ont compris qu'il ne faut pas seulement compter sur leur puissance. Il faut s'allier. Parce que hier, on a vu un pays comme la France qui ne vaut absolument rien, qui n'a absolument rien, devenir une puissance planétaire parce qu'elle avait des colonies. Tout à fait. Parce qu'elle avait des... Bon, je ne veux pas utiliser partenariat parce que ça n'a jamais été des partenariats. Elle gère quand même la monnaie de 14 pays. Exactement. Donc, elle a eu la possibilité de gérer, n'est-ce pas, certains États. Elle a installé ce qu'on appelle la France-Afrique, qui a fonctionné qui fonctionne jusqu'à près de 70 ans aujourd'hui. Donc, vous comprenez que
dans cette logique-là, il faut tout faire pour faire basculer les choses. Et regardez la colère des États-Unis, parce que dans tout ce que vous voyez là, Oui. c'est les États-Unis qui étaient derrière tout ça. La France n'était qu'un coursier que va de l'avant. Maintenant, les États-Unis sont eux-mêmes au devant de la scène. Regardez comment les États-Unis sont en train de faire pieds et poings, n'est-ce pas, actuellement en RCA. Avec leurs affaires qu'ils appellent ces Bancroft, ces Bancroft, oui. ou bien Bancroft, qui veulent s'installer absolument. On voit des gens marcher, on voit des gens dire non, nous on ne veut pas, on n'a plus besoin des paramilitaires, Oui. n'est-ce pas, étrangers chez nous. Parce qu'on a déjà un partenaire fiable qui nous aide à... Vous voyez Oui. vous voyez que les enjeux sont maintenant de manière que même les États-Unis eux-mêmes veulent s'installer, veulent prendre des positions. Donc, et tout ça pourquoi? Parce que ça va les permettre d'avoir assez de force, n'est-ce pas, pour combattre, n'est-ce pas, le bloc des BRICS aujourd'hui, qui sont en train de se multiplier, parce que quand même, le bloc des BRICS représente aujourd'hui 30%, n'est-ce pas, du PIB. PIB mondial. Bien sûr, du PIB mondial. Et quand vous regardez, avec une population comme celle du Nigeria, c'est un très grand marché qui s'ouvre encore. Et vous avez commencé à parler des opérateurs économiques tout à l'heure, en parlant de Dangote. Oui. Vous imaginez les opérateurs économiques, n'est-ce pas, russes, chinois et tout le reste là, surtout russes, qui ont des difficultés actuellement en Europe parce qu'on a gelé peut-être les comptes, on a fait plein de choses. S'ils trouvent un terreau fertile à faire des partenariats avec ceux du Nigeria, qu'est-ce que le Nigeria ne va pas devenir? Qui est un très grand marché, et deuxièmement, va permettre le boom économique, n'est-ce pas, de la sous-région, n'est-ce pas, de la sous-région CEDEAO et de l'Afrique tout entière. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les pays africains qui ont besoin des BRICS, même les BRICS ont besoin aussi des pays africains pour justement élargir leur champ, n'est-ce pas, pour élargir leur assiette, pour élargir leurs compétences. Parce qu'aujourd'hui, les compétences sont partagées aujourd'hui. La coopération sud-sud est en train de se mettre en place aujourd'hui. Oui. Nous avons besoin de l'expertise de ces BRICS. Vous connaissez tous les pays maintenant qu'il y a dans les BRICS. Aussi, ils ont besoin aussi des ressources. Je voudrais rappeler ceci à la mémoire de tous. Pour que les États-Unis, l'Angleterre et la France puissent gagner la Seconde Guerre mondiale, il a fallu l'apport de l'Afrique. Il a fallu que les Africains soient au devant de cette guerre. La liberté que la France a aujourd'hui, elle la doit aux pays africains. Le peu de lumière que la France a aujourd'hui, elle la doit aux pays africains. Le peu d'or qu'elle a aujourd'hui, elle la doit aux pays africains. Donc, vous imaginez que la France pouvait bomber le torse dans le concert des nations parce qu'en réalité, elle pouvait exploiter les ressources des pays africains. Aujourd'hui que les pays africains ont compris les enjeux, ont compris que non, on peut faire, ou bien de nous-mêmes, d'ailleurs, vous connaissez la position du Nigeria par rapport à la mise en place du Wakron, ou bien l'écho et la monnaie. Nous avons compris. Bon, donc le Wakron, c'est-à-dire Ouattara, Macron. Nous avons compris. La monnaie qu'ils ont voulu fabriquer dans la zone ouest africaine. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Donc le Wakron. Donc le Nigeria dit non, ce n'est pas possible. Nous avons déjà, n'est-ce pas, dans cette institution, un projet de mise en place d'une monnaie commune, n'est-ce pas, qui ne s'appelle pas l'écho, n'est-ce pas, que vous voulez mettre aujourd'hui en place. Donc je pense que le veto du Nigeria a pesé sur une décision comme celle-là par rapport aux décisions de la Côte d'Ivoire et de la France. Donc, vous comprenez que ces États n'ont pas seulement, en fait, ces organisations comme ceux des BRICS, n'ont pas seulement besoin des autres pays, n'est-ce pas, que de l'Hexagone, mais ont besoin aussi des pays africains qui sont aussi des mastodontes. Parce qu'aujourd'hui, il faut accroître la production pétrolière, la production gazière, et le Nigeria est un producteur, n'est-ce pas? Donc, il faut davantage mettre, et ça permet de coincer, n'est-ce pas, ces gens-là aujourd'hui. C'est-à-dire certains pays européens, n'est-ce pas, qui ont besoin du pétrole et du gaz. Et vous voyez que si les BRICS s'installent, ou bien le Nigeria entre dans les BRICS, ça devient
très difficile pour un certain nombre de pays par rapport au gaz, par rapport au pétrole. Merci à vous, André-Christelle Fonga. Sans transition, une fois de plus, on va directement aborder...